Gilles. Présent. Sébastien Véron. Présent. Patricia Dufieux. Francis Villenois. Présent. Élodie Léniel. Représentée par Claude Géliosca. Rémi Marot. Présent. Céline Rianger. Présent. Benoît Point. Présent. Et Arlette Pellerin. D'accord. Approbation du compte rendu du 3 mars 2021 que vous avez lu, donc approuvé à l'unanimité. Procédé verbal d'installation d'un nouveau conseiller municipal. Donc, Monsieur Nokiti, nous ayant remis sa lettre de démission lors du dernier conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L 21.4 du Code général des collectivités territoriales, nous avons transmis donc cette démission à Monsieur le préfet de l'Aisne, qui en a accusé réception le 16 mars. Donc le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Donc c'est Madame Arlette Pellerin qui est appelée à remplacer Monsieur Novicki. Et donc le tableau du conseil municipal sera remis à jour et Monsieur le préfet en sera informé. Donc voilà, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Arlette Pellerin en qualité de conseillère municipale au sein du conseil municipal. Bienvenue. Point numéro 4, affectation du résultat. Exercice de l'exercice 2020. Donc on a fait le compte administratif lors de la dernière séance du conseil municipal. Je ne reviens pas sur tous les détails. Donc on avait des dépenses de l'exercice à la section exploitation qui s'élevaient à 1 898 896,55. Des recettes d'exploitation à 2 018 381,85,81. Donc un résultat de clôture à 128 489,26, auquel on ajoute l'excédent reporté de 419 838,54, ce qui fait un excédent d'exploitation au 31/12/2020 de 548 327,80. En section d'investissement, dépenses de l'exercice 712 539,79 €. Recette de l'exercice 863 150,08 €. Un résultat de clôture en excédent de 116 478,26 et donc un excédent reporté de 162 230,63. C'est un excédent d'investissement de 278 708,89. Alors, le résultat est donc excédentaire en section d'exploitation et d'investissement. Il est proposé au conseil municipal d'affecter ces excédents d'exploitation qui s'élèvent à 188 327,80 en dépenses nouvelles d'exploitation et l'excédent d'investissement d'un montant de 278 708,89 en dépenses nouvelles d'investissement. Pas de remarques. Donc, bien écoutez, on vous demande de délibérer sur le sujet, savoir qui est contre, qui s'abstient. 3 abstentions. Je vous remercie. Alors, nous allons passer maintenant au budget primitif. Alors, je ne vais pas vous relire toutes les pages. Je vais vous dire les grands lignes. Alors, page 7, s'il vous plaît. Vous avez tout le détail des propositions 2021 qui sont faites. Donc, on propose de maintenir les charges à caractère général, enfin, on les augmente un petit peu, à 647 591 €. Alors, principalement, cette augmentation par rapport au budget de l'année dernière, elle est due aux augmentations des consommations liées aux activités scolaires et périscolaires. Parce que l'année dernière, vous savez, on n'a presque pas fait d'animation pour le périscolaire. Il y a eu moins de frais de cantine. Donc, voilà, c'est 10 000 € correspond à ça.
On fiche des enveloppes pour les coûts d'entretien, de réparation, on reste au même niveau que les années précédentes. On a encore, malgré tout, un certain nombre de choses et de réparations à faire sur les différents bâtiments publics et aussi au niveau de la mairie ou au niveau des comptes, etc. Au niveau des charges de personnel et frais assimilés, la proposition est à 935 600. Alors effectivement, on a déjà des surcoûts personnels liés au Covid. Cette année, on met aussi dans le budget une année, alors on a mis une année complète de musée, sachant que déjà là, les musées n'ont pas réouvert début avril, mais potentiellement pourraient réouvrir mi-mai. Et on a titularisé un certain nombre de personnel. Donc effectivement, quand le personnel passe de CDD à titulaire, le coût pour les collectivités est un petit peu supérieur. En autre charge de gestion courante, on fait une proposition à 279 520. Déjà, il y a une augmentation par rapport au budget précédent, puisque cette année, on a 13 mois du SDIS et pas 12, puisqu'il y a eu des retards aussi dans l'émission des factures. On a des frais de SAF qu'on n'avait pas les années précédentes et on a augmenté de 10 000 € aussi le budget du CCAS de manière à pouvoir payer les bons d'achat qui ont été émis pour les commerçants. Ça, c'était en substitution au voyage pour les plus de 60 ans qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière. On a provisionné 40 000 pour les associations. Marc, tout à l'heure, nous donnera le détail de ce qui vous est proposé pour les associations. Donc, ce qui fait un total des dépenses de gestion de services à 1 907 908. Et donc, avec un virement, avec des charges financières, donc 1 911 315,47. Avec 443 260 de virements à la section d'investissement, qu'on appelle la capacité d'autofinancement, et des opérations d'ordre de transfert entre sections à 111 131, ça c'est l'amortissement. Donc ce qui nous fait un total des dépenses de fonctionnement de l'exercice à 2 465 706,80. Au niveau des recettes, donc en vente de produits fabriqués, prestations de services, on a une proposition à 73 980. Donc on a mis un petit peu dans le budget les prestations liées à la cantine des enfants en plus. Impôts et taxes à 1 113 694. Pour l'instant, donc le fonds de péréquation de ressources communales et intercommunales ne nous a pas été notifié. Il est généralement fin août. Voilà, on a le manque de la recette à ce niveau-là. Dotation et participation à 653 994. Donc là aussi, il nous manque tout ce qui est compensation pour perte de taxes additionnelles, qui sera droit de mutation qui sera notifié aussi plus tard dans l'année, généralement plutôt troisième ou quatrième trimestre. Et cette année, on récupère moins de TVA. La FCTVA est à 8 800 puisque l'année dernière, on a réalisé peu de travaux. On était plutôt dans la phase d'études. Autre produit de gestion courante, 36 880. Là aussi, le revenu des immeubles est un peu plus fort puisque on a 18 mois de gendarmerie au lieu de 12 mois. Et on a prévu un petit budget, pas très ambitieux pour la première année, de location de sacs polyvalents pour 2 000 €. Ce qui fait un total des recettes réelles à 1 899 212. Et avec les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 18 167, donc un total de recettes de fonctionnement de l'exercice à 1 900
379, auquel s'ajoute le report de 548 327,80, ce qui fait un budget en recette de fonctionnement à 2 465 706,80. Voilà pour le fonctionnement. Des questions pour le fonctionnement? Sur l'investissement. Alors, donc voilà les propositions de l'investissement. Alors vous verrez, par rapport à ce qu'on avait envisagé pour cette année, nous n'avons pas mis la voirie devant l'école, parce qu'à ce jour, nous n'avons pas de subvention. Voilà. La DETR qu'on a demandé, donc on l'avait demandé sur 2 dossiers, à la fois pour la voirie, les aménagements sécuritaires devant l'école, et pour finir le projet autour du château, nous a été accordé pour le château, parce qu'ils ont estimé que devant l'école, c'était la voirie, parce que la voirie n'était pas subventionnée par la DETR. Donc, pour l'instant, peut-être que ça pourra évoluer s'il y a un reliquat de subvention possible. Si ce n'est pas le cas, ça risque d'être reporté sous condition d'avoir des subventions qui vont. Donc, on y a mis 10 000 € de subvention d'équipement versé. Ça, c'est tout ce qui est subvention de toiture, réfection des murs. Informatisation, service administratif, on a une enveloppe de 20 000 €. Mobilier urbain, 10 000 €. Équipement informatique école, 19 500. Acquisition véhicule, 7 100. Église Saint-Nicolas, c'est pour l'étude, 35 000. Cimetière, c'est la reprise de concession pour 24 000. 60 rue de la Chaussée, 108 000. Accueil petite enfance pour l'étude, 25 000. Restauration des remparts, ça c'est l'auto du patrimoine Stéphane Bern, 620 000. Le 36 rue de la Chaussée pour 9 100. Voirie diverses, 26 600. Aire de jeu inclusif périscolaire, 7 500. Parking touristique à bord du château, 400 000. Total des dépenses d'équipement à 1 337 800. Emprunt et dettes assimilées, nous avons 40 400 € de dettes annuelles. Donc, et des recettes dépenses financières pour 12 860 qui s'ajoutent. Donc un total réel des dépenses à 1 378 200. C'est le travail d'office, oui, c'est parce que vous avez du côté, c'est une opération spécifique sur combien de comptes. Ça tient un plus et un moins. Les deux opérations. Ouais. Sur les opérations d'ordre de transfert entre sections à 18 166. Donc, ce qui nous fait un total de dépenses d'investissement de l'exercice à 1 396 367. Au niveau des recettes d'investissement, donc vous avez les détails, page 13. Donc, oui, alors, effectivement, vous avez un global. Dans le global, on ne peut pas avoir de subvention par opération. C'est pour ça que j'ai demandé à Corinne de le mettre dans la note de synthèse. Donc de page 15 à page 34, vous avez pour chaque opération les dépenses ménagères et les subventions, ainsi que les reports d'investissement de l'administration. Les reports de recettes. Donc, en recette d'investissement d'exercice, si on ajoute les 554 391 de l'amortissement et de taxes de l'année précédente, on arrive à 1 333 723. Et avec les restes à réaliser de 456 477 et le solde positif, donc reporté qu'on a vu tout à l'heure à 278 708,89. C'est formidable, on est équilibre au centime près à 2 100 906,79. 7. Et page suivante,
Vous avez donc tout le détail des opérations. Vous avez le tableau aussi des emprunts de la commune. Je vous rappelle que nous avions décidé d'avoir 2 emprunts pour des opérations, je dirais, structurantes et de long cours, donc sur les réhabilitations thermiques et fonctionnelles à la fois et d'école et de la salle communale. Donc le montant du capital remboursé sur l'année est de 40 397,38. Alors, au niveau des taux, cette année, le budget primitif est marqué par la disparition de la taxe d'habitation au profit des communes. Donc, la taxe d'habitation sera progressivement supprimée pour tous les foyers fiscaux jusqu'en 2023. Et dès 2021, la commune ne versera plus la taxe d'habitation. Mais cette taxe, elle est compensée au centime près par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Alors, nous, donc, dans ce cas, la contribution avec un effet correcteur, parce que, a priori, si on additionne le taux 31,72 plus 21,15, on arrivait à 52,87, qui était surestimé. Donc on a un coefficient correcteur de 0,837652, qui nous fait une contribution de 148 686 €. Si vous voulez connaître les méandres du calcul, vous pouvez venir voir Corinne dès demain. Ce sera un plaisir de vous expliquer. Voilà. Alors, dans le budget, on a parlé tout à l'heure des subventions aux associations. Donc, je propose, Marc, que tu voilà, page 40, subventions aux associations. Voilà. Donc, pour faire le compte rendu, je voudrais dire que l'année dernière, il y avait un budget associatif qui était à peu près de 36 000 poussières. Cette année, il est descendu à 40 000. Alors, plusieurs raisons. Une des raisons importantes, c'est que beaucoup d'associations n'ont plus d'activité l'année dernière, très peu. Et donc, la subvention qu'on leur avait donnée la saison précédente, on leur a donné ça dans leur fonds associatif. Donc, on leur a dit, bah voilà, on va vous aider, mais servez-vous de ce fonds associatif, qui était donc la subvention de la saison précédente. Alors, je vais vous lire les différentes associations. Page 40. Alors, au fil des ans, ils ont demandé 1500, on leur donné 1500, mais alors c'est très bonne activité et, ouais, et un dossier très rigoureux et tout, c'est vraiment très très bien apporté. La Rando, c'est une nouvelle association, donc normalement, quand ils ont pas un an d'activité, on ne donne pas, mais on a voulu marquer le coup, c'est une subvention de bienvenue, il y avait un budget de 400 €, on devait leur donner 200, on a donné 100 €. L'école maternelle, ils n'ont pas eu de voyage comme d'habitude. Et les 300 € correspondent tout simplement à la Bonne. Voilà, M. Caille dit que voilà, pour la Bonne, il fallait 1300 €, donc il a mis 300 €. L'école élémentaire, pas d'activité, donc il n'y a pas demandé de subvention. Cela dit, l'école primaire est aidée dans plein de choses, comme vous le savez, au niveau informatique, au niveau. Voilà, il y a énormément de choses qui sont faites pour eux. L'altéro, on a baissé 2000 €, il faut jouer le jeu, donc il y a des frais fixes, mais il n'y a pas eu très peu d'activités et très peu de cotisants. La plupart de toutes les activités, ils ont perdu pratiquement 50% d'effectifs. Voilà. La Grande Lyonnaise, 500, mais ils ont un très bon budget. Ils arrivent ils ont pas mal, par contre, c'est eux qui ont eu pas mal d'effectifs. Ils sont montés à 257 adhérents. Donc c'est vraiment l'association la plus importante. La MJC, c'est pareil, la MJC, l'année dernière, on leur avait donné 500 €, mais qu'on a retrouvé dans leur fonds associatif. Donc on dit, on veut bien te donner des actions, on baisse un petit peu, et tu nous prends un petit peu dans tes divisions. Voilà. Le tennis, c'est pareil, il y avait un fonds associatif aussi important que ça.
J'en ai discuté avec le président et donc on a baissé de 500 € par rapport à l'année dernière. Jean Racine et son terroir, alors là ils ont eu le label Jean de la Fontaine, et donc ils veulent faire pas mal de choses, de l'événementiel, faire des vidéos, ainsi de suite. Donc ils avaient demandé 4 000, on leur a donné que 3 000, en sachant que l'année précédente c'était 230, il y avait comme une grosse activité. Le musée du machiniste, alors il y avait eu 500, mais il y avait eu aussi 1 000 € pour un événementiel. Donc on a rajouté, donc là cette année on a fait 1 000 €. Il n'y a pas eu beaucoup d'activités, mais pour cette année, il prépare quand même pas mal l'achat d'un abri, voilà, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Donc il y avait un budget conséquent et qui dépassait, donc nous on a donné 50%. Les Bigmar, 500 €, comme chaque année, tout le monde pour grand chose. L'ASM, par contre, on a baissé. L'ASM, c'était 5 500, on a mis à 4 000. Pas d'activité. Mais alors, ils ont des frais fixes, mais leur cotisation est très basse. Je crois que en moyenne, c'est 40 € que payent les cotisants, enfin, c'est les enfants. Donc, il fallait quand même les aider. RMPM, là, il y a une augmentation, mais il faut savoir que RMPM travaille beaucoup pour la commune, c'est-à-dire il travaille pour le patrimoine, et donc il est prévu de refaire des pièces à l'ancienne maison de retraite pour recevoir les bénévoles. Aussi, en événementiel, il faut avoir en charge c'est pas 15 ans, c'est pas le. Non, c'est les 400 ans de Jean de la Fontaine. Oui, il y a ça, il y a aussi autre chose. Voilà. C'est très important, ça va être important. Alors, le compte, je l'ai oublié, c'est une erreur de ma part. En plus, c'était le plus beau dossier, il m'avait fait ça avec des tirs de Plus la Saint-Jean. Il y a bien 1500 Ceux qui font la €. Saint-Jean. Là, il y a eu. Mais pourquoi ça n'a rien à voir? À 1 500 €. Le 11, oui. En plus, oui, Festikilé, ils n'ont rien demandé. Par contre, je leur demanderai quand même leur bilan, parce que de toute façon, tous les gens doivent présenter un bilan, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent l'année dernière. A priori, il n'y a pas eu grand-chose à faire comme activité du tout. La pétanque comme dalle, ils n'ont rien demandé. Et là, ce sont des commerçants, on les a reçus ce matin. Et on va déjà dégager une enveloppe de 3 000 € pour la partie communication, sachant que nous avons déjà payé des vaches ou des banderoles précédentes qui vont manger local. Voilà, on a fait ça, sachant aussi qu'on avait fait des bons par le CCAS pour, à hauteur de 1 500 €. Donc il y avait quand même, je rappelle, une aide importante des fournisseurs des commerçants. Et on leur a demandé aussi de refaire leur budget prévisionnel avec des recettes et des dépenses pour voir qu'est-ce qu'on pourrait leur donner en plus de la com. Il y a des actions ciblées qui vont être en place avec des dates et puis voilà. Parce que moi je trouve que même 3 000 €, c'est pas beaucoup vu le contexte actuel. Je trouve que c'est faible par rapport à MRPM qui eux ont la part du gâteau, et les commerçants 3 000 €, je trouve ça un peu light. C'est pas la part du gâteau, c'est quand même énormément de travaux au niveau de patrimoine et énormément de bénévoles qui travaillent. Pour la ville, c'est hallucinant. Au niveau des commerçants, Sébastien, tu veux peut-être compléter, mais oui. l'année dernière, on a vu tout de suite les commerçants qui ont déjà, je pense que la première des choses, c'est déjà aller dans les commerces pour consommer. Certains d'entre vous, je les vois dans les commerces, d'autres pas du tout. Donc déjà, le premier soutien aux commerçants, c'est de faire vos courses chez eux, d'une part. Et puis, des actions, elles sont mises en place. Quelles sont-elles? Je dois répondre. D'abord, il fallait remettre sur pied l'association. Donc, des statuts ont été déposés. Ensuite, on a eu le récépissé, en tout cas, ceux qui ont la présidente de l'association Récala et Aurore Merlot ont obtenu le récépissé de l'inscription de l'association, la nouvelle association à la préfecture. Il y a une ouverture de compte bancaire en cours. Il y a des actions qui ont été réalisées l'année dernière au mois de septembre, notamment dans le cadre de la Journée européenne du patrimoine avec le projet de Guinguette. Là, il y a la mise en place aussi. Donc nous, pendant toute la période de confinement et toute cette année depuis l'élection l'année dernière, on a mis cette association en place.
Moi, j'ai contacté régulièrement les commerçants pour savoir où ils en étaient, et les aides ponctuelles. On a eu des réunions aussi avec Alexandre Clément, qui est venu présenter la plateforme Ken Shopping à l'association des commerçants de la Ferté-Milon il y a une dizaine de jours maintenant. Il faut savoir que la Ferté-Milon est la seule ville de la communauté de communes qui a une association des commerçants qui existe. Voilà. Villers-Cotterêts n'en a pas, Vic-sur-Aisne n'en a pas, Anglémy n'en a pas. Toutes les autres communes importantes de la communauté de communes n'ont pas d'association de commerçants. Il y a des actions qui sont prévues, qui vont être mises en place, avec distribution aussi de flyers, on en a parlé ce matin avec Marc et Céline, distribution de flyers dans les communes avoisinantes pour aussi mettre en avant les différents services et les différents commerces qui sont à la Ferté-Milon, pour les gens qui aident. Mais je vous encourage vivement tous à venir faire vos courses. Voilà, moi je ne passe pas très souvent dans les commerces. Pourtant, moi je suis souvent chez une commerçante. Ah peut-être pas, mais sinon je vais faire sur mes courses à des heures différentes. Après, chacun a ses heures de course. Voilà, donc c'est... Alors, si je peux compléter, donc bien sûr, l'aide aux commerçants, elle est à plusieurs niveaux. Donc l'année dernière, on les a tout de suite vus pour dire nous, on peut vous épauler. Maintenant, on ne peut pas faire un chèque en blanc comme ça aux commerçants. Il y a tellement de commerces différents, de situations différentes. Donc il y a eu des aides de l'État. Il y a eu des aides qui ont été abondées aussi par la communauté de communes. Donc, sur la demande de Céline, voilà. Sur ma demande. Je sais. Alors moi, je l'avais vu dans le dépliant. J'avais vu dans le dépliant. Donc il y a ça. Donc il y a un accompagnement au niveau de la communauté de communes de tous les commerçants, artisans et entreprises de la commune qui le souhaitent. En parallèle, nous, on voulait quand même marquer le coup, mais on ne peut pas, comme je vous disais, on ne peut pas faire un chèque en blanc. Donc on a poussé à ce qu'il y ait une association de commerçants, parce qu'on s'est dit, c'est aux commerçants de nous dire ce dont ils ont besoin. Nous, on ne va pas leur imposer, je dirais, notre façon de voir. Dites-nous ce dont vous avez besoin, et nous, on est là derrière pour vous épauler. Donc, c'est pour ça qu'ils ont monté l'association, ça a pris un petit peu de temps. Ils nous ont fait un budget prévisionnel sur des actions. En fait, c'est plutôt un plan d'action prévisionnel. Et nous, on a dit, OK, il y a l'événementiel, c'est très bien, mais l'événementiel, ça génère aussi des recettes. On ne peut pas vous donner de l'argent pour que derrière, vous génériez des recettes. Donc, ils ont un plan d'action, ils se mettent d'accord. Et là, c'est là que c'est pas facile de se mettre d'accord quand on a des objectifs et des visions peut-être différentes et des contraintes différentes. Mais en tout cas, ils se sont mis d'accord sur un plan d'action. Nous, on a dit, OK, Banco, on finance déjà dans un premier temps la communication parce que ça nous semble le plus important. Donc c'est pour ça que les 3 000 euros, elle finance, cette somme finance la communication qui va permettre de non seulement faire venir les Milonais, et je pense que régulièrement, on travaille pour faire venir les Milonais, les bâches en entrée de ville, etc. C'est aussi pour amener les Milonais à venir consommer sur place, parce que comme le dit Sébastien, c'est le meilleur moyen de faire vivre nos commerces. C'est pas une fois qu'ils sont fermés en disant Milon se meurt, etc. Donc sur le commerce, il y a ça. Il y a tout le travail qu'on fait sur l'ancienne boulangerie. Des travaux qui vont, les budgétés. Cette année, on réalisera les travaux de manière à pouvoir accueillir un nouveau porteur de projet sur cet établissement. Et comme l'association n'étant pas allée assez vite à notre goût, on a vu avec le CCAS, c'est près de 10 000 euros qu'on a remis dans l'économie locale avec les bons qu'on a émis. Pour les commerçants. Donc, voilà, après, chacun, comme vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas vous obliger d'aller chez tel ou tel commerçant. Je peux rajouter juste un point, ce n'est pas une compétence d'attribution de la commune. En plus. C'est de la communauté de communes. Donc nous, on fait ça en plus. Donc on est allé chercher ça en plus. Mais venez nous aider, nous sommes ravis. Venez nous aider, contribuer, faites venir d'autres commerces, vous allez voir, ça n'est pas si simple que ça. Mais venez vous battre avec nous, on sera ravis. Venez. Moi, on m'a jamais invité non plus, donc. Mais il faut on n'est pas fermé. Venez avec nous. Moi, si on m'invite pas, je ne viens pas. Je veux pas m'imposer. Je suis quelqu'un de poli. C'est pas venir juste assister à une réunion. C'est être porteur d'idées. C'est amener une idée
aller jusqu'au bout. C'est d'aller chercher un investisseur par la main et d'accompagner, lui dire voilà, il y a des choses à faire chez vous, venez vous battre avec nous. On n'a jamais fermé la porte, j'ai jamais fermé la porte à l'idée. Déjà, pour la journée du patrimoine, vous avez dit que c'était très important. Ouais. On m'a pas appelé. Ah non, personne m'a appelé. Hein. Je peux vous faire montrer mon téléphone. Personne n'est venu me dire ah bah tiens tel jour telle heure. Hein. Non mais attendez. Ah bah si, excuse-moi. Moi c'est un. C'est dans le. Voilà. Bon après il y a une dynamique. Voilà, on en fait partie. On en fait Facebook, partie, moi je le regarde pas. On met tout le monde par la main. Voilà. Bon, il faut. C'est pas du tout de critiquer. C'est à un moment donné il faut proposer. Voilà. Ça c'est quand même important parce qu'on peut toujours dire. On peut toujours faire mieux. Hein. Ah non mais c'était. Moi j'ai pas de souci par rapport à ça. C'était juste par rapport aux 3 000 €. C'est gars. On attend que ça, les propositions. Et on étudiera, effectivement, il y a des commissions, elles fonctionnent. Mais la commission, c'est pas juste pour venir et puis après déblatérer dans le premier, voilà, des groupes. Donc c'est faire des propositions, faire des propositions concrètes et ensuite, et derrière, je veux dire, moi pas de souci, j'ai pas de problème par rapport à ça. Ah non, moi c'était. Et par contre, voilà, à un moment donné. Je reviens juste au fameux 3 000 €. Mais arrêtons de détruire constamment. Ce qui est important, c'est pas forcément le montant, c'est la qualité des engagements, de l'engagement de. Bah, je pense que les commerçants ils sont très Des normaux. propositions, on a besoin de gens qui sont différents, avec des idées. Mais là, c'est pas. Pour donner des projets, c'est zéro. Je veux dire, ça fait Et après, voilà, il y a Il y a des commissions. On essaye, on fait des choses sur Facebook, on fait des appels pour les vitrines, pour tout ça, pour faire en sorte que notre quotidien soit quand même plus agréable, moins proche de cette misère de pas de commerce, etc. On essaie de trouver des solutions qui sont peut-être pas tardes, mais qui quand même, bon, vivent quoi. Mais on ne voit jamais, alors que c'est dommage. Franchement, nous on a besoin vraiment de gens qui ont des idées, quoi. Voilà. Là, c'est vraiment de critiquer une réunion alors que vous n'avez rien dit, c'est dommage. Franchement, c'est très dommage. Non, moi c'est juste. Décevant. Je ne critique pas et j'ai juste. La première chose. Non, j'ai juste dit que je trouvais que les 3 000 € concernant l'association étaient légères. Je citerai juste Après, un philosophe en fait, qui s'appelle Antoine de Jarod qui disait. Oui, mais non, si on part dans la philosophie, on n'a pas fini. Parce qu'il y a quand même eu une économie de 11 700 €, si on regarde, entre les deux. Donc un petit peu plus, ça aurait été. On leur a dit, il y avait d'autres propositions dans leur budget. Ils reviennent vers nous parce qu'il n'y avait que les dépenses, pas de recettes. Donc ils vont revenir vers nous. Donc il y a au moins 2 événementiels qui risquent de se produire. Donc un, on a dit effectivement type soirée guinguette. Je pense que tout le monde a passé une soirée formidable. C'était un peu la libération. Voilà. J'ai participé. Voilà. J'ai aidé. On dit que j'ai certainement pendant les périodes des fêtes. Bon, donc on est ouvert à leurs propositions, ils réfléchissent, ils reviennent et ils s'aperçoivent aussi que c'est pas facile d'emmener, voilà, parce que vous avez une douzaine de commerçants, il n'y en a pas 3 qui ont la même idée. Donc c'est se mettre d'accord, voir l'intérêt commun, avancer sur l'intérêt commun et voir comment la commune peut épauler ça. Et en rappelant quand même que la compétence, elle n'est pas communale, elle est intercommunale. Mais malgré tout, on le fait. Parce que ça nous semble essentiel pour la vie. C'est normal. Et c'est pour ça que c'est bien marqué qu'en cours d'examen, c'est pas fini. Je veux dire, on attend le résultat et le jour de. C'est pas marqué pour le clôturer. Tu vois, c'est en cours d'examen, quand ils vont faire ça, ça va réétudier. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant, je vous ai tout expliqué sur le budget, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Je voudrais revenir juste sur les subventions aux associations, notamment sur celle de l'association aux animateurs du musée du machinisme agricole. Je crois qu'il y a un projet aussi de convention, puisqu'il n'y a plus aujourd'hui de lien, enfin il y a eu la fermeture de l'Office du tourisme, puisqu'il y avait une convention avec une gestion à 4, puisqu'il y avait le lycée, il y avait la ville, l'Office du tourisme, et puis l'association du musée. Avec la fermeture de l'Office du tourisme, c'est remis en cause. Enfin, aujourd'hui, on s'aperçoit que. La convention, elle est obsolète. Voilà, donc il y a une convention qui est un peu sur la base de la convention qui a été signée avec l'association Jean Racine. Moi, je sais que je représente la mairie au lycée agricole, que le lycée regrette qu'il n'y ait plus de lien
musée du machinisme agricole. On donne beaucoup d'argent à ce musée, beaucoup. On fait un effort très important parce qu'il n'y a pas uniquement la subvention, mais il y a aussi les salariés qu'on a à disposition. Donc ça représente 12 000 ou 13 000 euros par an en dehors des subventions. Pardon? Les 12 000, c'est pour le 2. Non, c'est pour le musée agricole, je crois. Enfin bon, il y a des sommes assez importantes. Peu importe, l'idée c'est quand même d'avoir une équipe. Nous on est là pour les soutenir. On veut que ce musée, malheureusement, il a un nombre d'entrées faible. On peut faire beaucoup mieux. Je dis à titre d'exemple, le Compas, qui est un musée à Chartres, un musée agricole, c'est 60 000 entrées par an. Donc après, il y a peut-être des choses à revoir avec l'équipe de Jean Armandel. Ils sont dépositaires d'un patrimoine, mais pas propriétaires d'un patrimoine. Et donc, il faut véritablement, aujourd'hui, par exemple, je vois là, j'ai un agriculteur, un concessionnaire agricole en Eure-et-Loire qui me propose de nous mettre à disposition un secteur qui date, si on est passé les photos, qui est en parfait état de marche. Oui, vous avez dit qu'il était en contact avec monsieur. Ah bon, je ne me tiens pas informé, donc j'aimerais tout de même que, comme il y a beaucoup de gens vis-à-vis des autres associations qui se démènent pour trouver des subventions et qui s'engagent, je souhaiterais que les liens soient retissés avec l'association du machinisme agricole, du musée, et qu'on puisse véritablement travailler sur ce projet avec eux pour améliorer aussi le nombre d'entrées, parce que ça fait partie, c'est un élément structurant de la commune, et le fait d'avoir plus de visiteurs, ça aura aussi un impact positif pour la commune. Donc, je ne sais pas où vous en êtes dans cette... Alors, la convention, comme pour le musée Jean Racine et son terroir, on l'a remis à plat. L'idée, c'est qu'il y ait un comité de pilotage annuel. Et donc, en l'occurrence, pour le musée du machinisme agricole, sur ta suggestion, et ils ont été complètement d'accord aussi, d'associer le lycée, puisqu'ils sont quand même... À l'origine, c'est ça, c'est le lycée. Oui, mais le lycée, c'est très compliqué, puisqu'ils veulent bien, mais dès qu'on veut, je dirais, avoir un projet avec eux, type le projet près de la barrière SNCF, puisque je leur ai proposé de créer un aménagement pour pouvoir mettre un tracteur, pour pouvoir être je dirais, faire un appel de publicité pour le musée. Ça fait 1 an et demi que j'en ai parlé. Il y a 6 mois, ils m'ont envoyé un mail pour me dire voilà. Et là, je les ai relancés, on est toujours pas avancé. Donc, bien sûr, c'est important pour le lycée, c'est important de relier les liens, mais il ne faut pas que chacun se contente dans son. Non, c'est pour ça qu'il faut se voir. Cette comité de pilotage est très bonne, il faut qu'on se voit régulièrement. Oui, tout à fait. Donc, voilà, donc c'est l'idée, donc on remet à plat et donc sur le projet de convention, ils sont d'accord de oui, bien sûr. De toute façon, la convention, il n'y en a plus, donc il faut bien en mettre. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'associations pour lesquelles il va falloir remettre les conventions à jour parce qu'elles sont on s'en est rendu compte, au fil de l'eau, elles sont un peu obsolètes. Donc on en a toiletté quelques-unes, mais il faut en retoiletter d'autres. Donc ils sont au courant maintenant que les... Oui. Mais il n'y a pas de souci sur cette convention, on va remettre à plat et ça va permettre d'insuffler un petit peu de dynamisme avec ce comité de pilotage. Ah oui, il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de marketing. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt une association qui est tournée, qui a la passion des tracteurs, qui va les embellir, etc. Mais qui n'a pas forcément de compétences vers la communication. Et c'est aussi un peu compliqué pour eux, je pense. Voilà. Donc, ils vont peut-être faire comme Jean Racine et son terroir, qui en quelques années a drôlement dynamisé ce côté-là, puisqu'ils font de l'événementiel régulièrement. Ils ont une newsletter. Voilà, ils ont eu une prise de conscience et c'est vrai qu'il y a un peu plus de dynamisme et ils attirent un nouveau public. Mais voilà, donc ça va se faire et la balle est dans notre camp mutuel. L'objectif, c'est quand même qu'ils signent cette convention, donc c'est avancé. Oui, tout à fait. Et rapidement. Alors, les projets de délibération de l'attribution des subventions aux associations, donc en fonctionnement et en événementiel, sachant qu'on va prendre un par un, il faut... D'accord. Ben, on va prendre un à un. Oui.
Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour Le temps. L'association Rando, 100 €. Contre, s'abstient. École maternelle à 1300. Bien contre, s'abstient, non. L'altéro à 3400. Rando, on ne va pas leur donner un peu plus quand même Bah, pour l'instant, ils n'ont pas de frais, ils n'ont pas démarré. Par contre, ils mettent un. Bah, la Gaule lyonnaise, 500 €. Contre, s'abstient. La MJC, 6 000 €. Bien et contre, s'abstient. Le Fénis, non, tu as démissionné, le Fénis. Donc 1 500 €. Contre, s'abstient. Jean Racinet son terroir à 3 000. Donc à la fois événementiel, il y a la nouveauté aussi, c'est que pour l'événementiel, on ne versera que 30% la subvention et le reliquat lorsque l'événement aura lieu, hein, sur la CPC des factures. Musée du machinisme, 1 000 €. Contre, s'abstient. Les Pigmars à 500. Non, mais il faut. Restez tranquille. Contre, s'abstient. La SM pour 4 000. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient. MRPM, 8 379, donc 7 700 en fonctionnement et 679 en événement. Quelqu'un est contre? S'abstient. Le handball. Handball à 1500. Quelqu'un est contre? S'abstient. L'association des commerçants à 3 000 €. Quelqu'un est contre? S'abstient. Donc, ce qui va nous permettre de mettre le bon montant dans le budget primitif. On va Oui, on va regarder 40 000, puisque... Et l'autre, on a 35 670. On est à 35 670. Alors, le point suivant, l'attribution au CCAS. Vous avez... Attribution au CCAS. Donc, le montant proposé de 21 000 €. Donc, c'est à la fois les bons commerçants et un prévisionnel d'action pour cette année. On croise les doigts pour que puisse être réalisé. Donc, en fait, tu veux pour le CCF? Tu n'as pas d'autre chose à ajouter? Maintenant, on espère qu'on va pouvoir effectuer quelque chose en fin d'année. On continue quand même nos actions. On appelle régulièrement les personnes âgées qui se sont inscrites sur le listing à chaque fois, comme j'ai toujours dit. Après, il y a donc Denise de par son association pour le monde, Nicole avec les Restos du Cœur, la Croix-Rouge et le vestiaire, donc on est en contact avec beaucoup de personnes. On emmène des personnes à la vaccination sur inscription, voilà. Sur Villers, sur Soissons, sur Château, là où ils arrivent à avoir des rendez-vous les véhicules, il suffit qu'ils nous appellent. Ça a bien marché. Je fais encore 3 voyages cette semaine. Tout le monde est vacciné? Non, pas tout le monde. Tout le monde peut venir s'inscrire s'il y a besoin. Non, pas toutes les personnes âgées. Donc c'est ouvert, j'emmène les personnes là où ils ont besoin. J'ai été juste à Soissons-Château. Ensuite, voilà, les dossiers de logement, on gère avec les personnes, on gère avec l'aisance et on travaille dans le monde, mais on travaille tout le temps, malgré tout. Voilà. Et s'il y a besoin, on appelle la mairie et on donne mon numéro de téléphone et il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y a une proposition, parce que tu sais, pour les chauffeurs, tous les 15 jours, il y a des demandes pour réaliser ces... Ah super, des nouveaux chauffeurs? Alors non, les anciens qui ne sont pas bons faire plus de tournées, mais les personnes souhaiteraient plutôt y aller toutes les semaines faire leurs courses que tous les 15 jours. D'accord.
C'est pas un problème, c'est pas un souci, je pense. S'il y a de la demande et s'il y a du monde, il n'y a pas de souci. Oui, voilà, on en parle au CCS. C'est chauffeur pour faire des Mais il faut savoir qu'on est ouvert. N'hésitez pas à communiquer aux personnes qui vous posent des questions, il n'y a pas de souci. Ils appellent la mairie, les contacts, il n'y a pas de souci. On est une équipe de bénévoles vraiment très très au point et disponible à 100%, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à communiquer à la mairie. Avec l'âge qu'ils avaient, là cette année, voilà. Monsieur Béloin, j'avais demandé une fois ou deux, il ne pouvait pas, et là l'autre jour j'ai dit finalement, excusez-moi, mais je vais vous laisser tranquille, et puis on a assez de chauffeurs pour tourner, même si tu veux que ce soit une fois par semaine, il y aura assez de chauffeurs. C'est des demandes Voilà. qui remontent. Voilà, d'accord. Parfait, donc 21 000 € pour le CCS. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Les taux d'imposition 2021, donc je vous ai expliqué tout à l'heure les modalités. Donc la proposition c'est de maintenir les taux, les mêmes taux que l'année dernière, pas les changer. Donc c'était un taux communal à 21,15, le taux départemental à 31,72. Donc ce qui fait pour les propriétés bâties 52,87, c'est la somme des deux. Et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 29,27. Et quelqu'un est contre? S'abstient? Et donc maintenant, le vote du budget primitif. Donc les dépenses d'exploitation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 2 465 706,80 équilibrées en recettes. Et les dépenses d'investissement de 2 108 906,79 équilibrées également en recettes. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Merci. J'aurais une question, mais peut-être que tu en as parlé, mais je n'ai pas compris. Parce qu'on est au courant à chaque fois qu'une maison est vendue, pour savoir si un cas de pension ou pas. Mais si une maison est vendue, est-ce que la mairie, elle touche de l'argent? Oui, l'année suivante. L'année suivante. Partie de l'habitation. C'est combien de pourcentage? C'est les frais de reversé, c'est la taxe additionnelle, c'est une partie de la taxe additionnelle qu'on récupère. Ah, c'est le L'année 7%. dernière. Ah d'accord, ok. D'accord, merci. En total, c'est 5,8%. Oui, dans le budget tout à l'heure, on l'a estimé, combien? 40 000. Bah oui, c'est ça que Ils sont pas mis, parce que oui. les aura fin d'année, si ils sont bien notifiés. Alors, extension de l'éclairage public rue du Vieux Château. En fait, on était persuadé que cette délibération avait déjà été prise. C'est pour l'éclairage public, vous l'avez sur la note de synthèse. Donc, c'est les 4 poteaux réverbères qui se retrouveront aux 4 points de l'esplanade, de la place de l'esplanade du château. Et donc, pour un budget, un montant des travaux à 7 518 et un reste à charge pour la commune à 4 774,50. Sur quelle couleur? C'est les mêmes. Ils sont rouges comme les petits points. En fait, Quand tu as des communes, la couleur est. ils sont pas rouges comme ça. Non. C'est les mêmes que sur toutes les places. Par contre, il y en a un qui servira potentiellement quand on le votera, poser une caméra de vidéoprotection sur les pilotes pour éviter du vandalisme sur cette zone-là. C'est prévu, c'est potentiellement installé si jamais c'est nécessaire. Question sur ce. Donc, juste pour savoir si vous êtes contre l'extension de l'éclairage public place du Vieux Château. Est-ce que quelqu'un est contre?
Quelqu'un s'abstient? Merci. Alors, mission de maîtrise d'œuvre pour l'église Saint-Nicolas. Vous savez qu'en 2018, on nous a conçu un diagnostic, donc une étude préalable à tous travaux, qui est validée par la DRAC pour les deux églises. Donc on va avoir un échéancier de travaux sur plusieurs années, puisqu'il y a quand même des travaux plus ou moins urgents. Donc cette année, on a mis au budget l'étude, la maîtrise d'œuvre pour établir. On va commencer par la toiture de Saint-Nicolas, qui est la plus dégradée. Donc cette mission de maîtrise d'œuvre, on a mis un montant global de 23 422,25 qui sera subventionné à 50% par la DRAC. Peut-être que ça sera un peu moins, parce qu'on a mis une mission diagnostic plomb, je ne sais pas si ça soit nécessaire, mais après on a mis le montant du budget. Est-ce que quelqu'un. Donc on va solliciter une subvention de 11 711,12 € auprès de la DRAC, soit 50% du montant de la maîtrise d'œuvre et des frais annexes et charges de maire de toutes les formalités. Excusez-moi, j'avais une question. C'est fait en tranche Oui. Par tranche Et ça, l'étude, c'est en une fois. Oui, l'étude, oui, je suis d'accord. Après, le projet. Oui, parce que là, il y a chaque phase de travaux, c'est au moins 400 000. C'est par. Je me doute, ça se dégrade. Et par contre, on est obligé quand même d'enclencher parce que là, il y a toute la phase de diagnostic. Oui. Rémi, tu veux peut-être en parler En fait, vous avez toute une partie de la toiture qui est complètement morte. Les tuiles tombent littéralement, elles sont complètement moussues. Elles bouchent les gouttières, elles glissent par les verrières. Enfin, c'est une vraie catastrophe parce que vous avez les boiseries qui pourrissent. Enfin, la toiture, c'est vraiment très très urgent. Hein. Ok, pas d'autres questions. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, je vous parle du PLH. Bon, désolé pour les conseillers communautaires, c'est un peu redondant, mais bon, c'est quand même important de le dire pour ceux qui viennent. Alors, le PLH, donc programme local de l'habitat, c'est un diagnostic qui a eu lieu sur l'intégralité des 54 communes de la communauté de communes. Je vais vous donner les grandes lignes. Et je vous invite à télécharger ce document qui est quand même intéressant et qui donne des grands indicateurs sur le territoire. Alors, déjà, un premier constat, une dynamique démographique qui ralentit sur l'ensemble de la communauté de communes. Donc il y a eu des périodes de faible hausse, donc 68-82 jusqu'en 2011, mais depuis 2011, le seul pôle qui attire, c'est Villers-Cotterêts, sauf lors du dernier recensement. On a une population qui vieillit, un quart de la population a plus de 60 ans. Et dans la dynamique démographique, il y a seuls les plus de 60 ans qui augmentent. Il y a eu plus 522 personnes de plus de 60 ans en 5 ans sur la totalité de la communauté de communes. Plus 124 à l'hiver, plus 88 à la Ferté-Milon, plus 58 à Vichy-sur-Aisne. Donc ça traduit en fait un retour des aînés à des proximités de services. Parce que dans les tout petits villages, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Un solde déficitaire pour les moins de 25 ans et les plus de 55 ans. Alors, des ménages modestes logiquement plus concentrés dans le parc social. Donc 64%, il faut quand même, c'est 74% des ménages de notre communauté de communes sont éligibles au logement social. Hein, c'est quand même, c'est assez étendu. Et 88% des locataires de parcs privés sont éligibles au logement social. Ça veut dire que voilà, il y a quand même possibilité de. Ouais. Alors, par
par contre, il y a une adéquation moyenne entre l'offre et le besoin de logement. Donc, un nombre de logements, de petits logements importants, et un nombre élevé de petits ménages, 58%, mais une offre orientée vers des grands logements. Donc, on manque vraiment de petits logements, donc que ce soit sur la commune de la Ferté-Milon. D'ailleurs, on le voit, hein, quand c'est des personnes âgées ou des jeunes qui veulent des petits logements, on a du mal à les retrouver, alors que des 3-4 pièces, il y en a à la limite un peu trop sur le territoire. Alors, répartition du parc social, il y a principalement 3 centres. Donc, le parc social est essentiellement concentré à Villers-Cotterêts et dans une moindre mesure à Vic-sur-Aisne et la Ferté-Milon. Donc, par exemple, nous, on a 151 logements dans le parc social sur 1000 logements. À Vic-sur-Aisne, c'est 179 et à Villers-Cotterêts, 1728. Un constat aussi, c'est qu'on a un parc de logements anciens générant des besoins d'amélioration. Donc, 2 tiers des logements construits avant la première réglementation thermique. Donc, on a 9172 logements construits avant 1974. Donc, là, il y a des travaux de réhabilitation thermique importants à prévoir dans les années à venir. Donc, des logements sans confort, surtout chez les propriétaires occupants. Donc, par exemple, dans les résidences principales sans baignoire ou douche dans la salle de bain, il y en a quand même 398 logements, donc c'est 3,3% du parc. Et tout électrique, c'est 22,3% du parc. Chauffage électrique, c'est énorme. Alors, une vacance contenue en progression. Donc, la vacance, donc, des logements libres. Villers-Cotterêts, 36% des logements vacants de la CCRD sont situés à Villers-Cotterêts, mais la commune n'est proportionnellement pas plus touchée que les autres. Donc effectivement, on a quand même un certain nombre de logements vacants. Quel est le taux de vacance moyen? Comment? Quel est le taux de vacance moyen? 7,8. D'accord. Et 9,3. Et ça bouge, ça augmente ou ça baisse? Ben, ça, je n'ai pas les données. Et pas l'évolution. J'ai l'impression que depuis le confinement, les choses changent. Mais il y a nécessairement. Oui. Alors, les principaux constats du diagnostic, c'est une perte démographique observée dans les territoires ruraux, un vieillissement important de la population et une baisse de la taille des ménages, des besoins d'amélioration du parc privé et individuel en propriété individuelle ou en copropriété, une augmentation de la vacance et enjeu de redynamisation des centres. C'est vrai que ça, c'est un constat dans les 3 centres, c'est-à-dire que tout ce qui est logement en centre-ville, au cœur, sont plutôt en dégradation et désertifiés. Concentration du parc locatif social à Villers-Cotterêts et dans certains quartiers de Villers-Cotterêts, besoin d'intervention sur le patrimoine. Et des publics en marge du logement classique. Donc il reste encore des publics à loger, qu'on a du mal à loger. Et des difficultés à mobiliser les opérateurs privés pour la promotion. Alors les orientations stratégiques que vous retrouvez dans le projet de délibération. Donc, la première orientation stratégique, c'est améliorer le parc existant. Donc améliorer le confort des habitants, réduire leur facture énergétique, réduire l'impact environnemental du résidentiel, améliorer l'attractivité du parc résidentiel, accompagner la sortie opérationnelle des stratégies de remobilisation de logements vacants, amélioration du parc locatif social. La deuxième orientation stratégique, c'est assurer une protection maîtrisée, donc répondre aux besoins de la population endogène d'un point de vue quantitatif et qualitatif, organiser la production dans une logique communautaire, limiter les effets de concurrence et renforcer les polarités, déployer une politique foncière pour anticiper les besoins de demain. Favoriser, donc, le troisième axe, c'est favoriser l'accès et le maintien dans les logements des publics spécifiques. Donc, développer le parc adapté au vieillissement, veiller au maintien d'une offre en hébergement satisfaisante et développer une offre locative pour les ménages les plus modestes.
Et le quatrième axe, c'est animer et suivre la politique de l'habitat. Donc faire atterrir la politique de l'habitat, c'est-à-dire s'assurer de l'accessibilité et de la lisibilité des aides par les habitants et les élus. Là, c'est vrai qu'il y aura vraiment, là vous avez déjà des permanences SOLIA, vous savez, tous les mois, il y a des permanences en commune qui permettent d'épauler voilà, toute personne qui a un besoin de rénovation thermique ou fonctionnelle d'ailleurs son logement. Donc peut être reçu lors de ces permanences et on lui explique et on l'accompagne sur toutes les aides possibles. D'ailleurs, le préfet est venu un jour visiter une maison juste en face chez toi, Caroline, rue Saint-Val. Donc un jeune couple qui a bénéficié, moi je connaissais la maison avant, incroyable des travaux qu'ils ont faits et ils ont bénéficié d'une subvention. Alors, je l'ai plus en tête, mais ils avaient 4 000 euros de travaux. Ils ont eu plus de 25 000 euros de financement. Mais il faut avoir une amélioration thermique conséquente. Communiquer et valoriser les actions menées et observer et analyser les résultats et les évolutions. Donc, toutes ces orientations stratégiques, elles sont déclinées dans des fiches actions. Et donc, on aura régulièrement des animations au niveau des communes, au niveau de la communauté commune, pour pouvoir informer et épauler les personnes qui souhaitent avoir des démarches dans toutes ces thématiques-là. Voilà, donc, il y a un projet de délibération, je ne montre pas le diagnostic ni le programme d'action, mais je vous dis juste la forme de la délibération possible. Considérant donc, le projet PLH comprend un diagnostic, un document d'orientation, un programme d'action et définit une constitution de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat et du foncier. Considérant les modalités d'intervention de la CCRG, le calendrier des indicateurs de suivi décrits dans les fiches actions ainsi que le budget prévisionnel destiné pour la mise en œuvre des actions du PLH. Considérant que la première phase de validation administrative de l'arrêt de projet du PLH comprend les étapes suivantes: recueil de l'avis des communes, nouvelle délibération communautaire d'arrêt du projet, recueil de l'avis d'État du CRHH, approbation du PLH pour la période 2022-2027, vu l'avis de la Commission de l'Habitat et la Cohésion sociale en date du 11 mars 2021, vu l'avis du Bureau en date du 12 mars 2021. Donc le conseil communautaire a approuvé le PLH sur son territoire, sur cette activité. Voilà. Donc, nous, il nous est demandé de rendre un avis, donc favorable ou défavorable à ce PLH. À moins qu'il y ait d'autres questions à poser. On voit la production de 87 logements, c'est au niveau de la communauté de communes ou c'est. Oui. Mais c'est pas super ambitieux. Parce qu'en fait, il y a surtout une ambition de rénovation du parc et de travail sur la De toute façon, aujourd'hui, acheter un terrain et construire, ça coûte plus cher que le prix des maisons. Et donc, le travail sur la vacance, en fait, c'est presque toute la France qui est ça. Oui. Mais alors, ça a pas un manque de logement. On manque de logement. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, qui a un avis défavorable? Qui a été au sein du conseil communautaire, il y avait des gens qui étaient opposés, qui étaient. Ça ne reprend pas un peu les dispositifs qui sont déjà. C'est une synthèse des dispositifs et en fait l'objectif c'est vraiment de donner la visibilité à toutes les actions qui sont un peu dans tous les sens. Donc il y a un comité aussi de suivi qui regroupe les partenaires, les organismes sociaux, le département, qui permettent d'ajuster aussi cette programmation et de suivre. Il y aura des indicateurs et ce n'est pas des choses qu'on change du jour au lendemain, ça, l'orientation, c'est des choses qu'on change à long terme. Donc les indicateurs seront annuels, mais avec un état des lieux au bout de 2 ans. Donc est-ce que quelqu'un est défavorable? S'abstient? Non, favorable.
en l'absence d'Olivier, je vais faire des liens. Donc, pour le 5 avec les moines, ah oui, c'était les deux urgences. Pour 170 000 euros. Comme d'habitude, je fais des Israël. Tout ça. 5 avec les moines. Pour 4 rue Saint-Lazare, à 125 000 euros. Ça fait juste la transformation, c'est 2 personnes qui propriétaires et ça passe en SCI. Au 61 rue de la Chaussée pour 120 000 euros. Là, on avait eu le terrain il n'y a pas très longtemps. Pour le 57 rue de la Chaussée pour 29 000 euros. Un appartement 36 mètres carrés. 3 rue Eugène Lavieille pour 632 mètres carrés, 187 000 euros. Non. Ça, c'est non. Pour information au conseil communautaire, nous avons voté aussi la VAP. Donc, on aura passé les délais légaux de communication. Donc, la VAP sera opposable et donc n'est pas. On va en parler dans le milieu info, mais ça sera vraiment un document, notamment le cahier de recommandation qui sera consultable. Je vous invite tous les conseillers municipaux à avoir au moins un exemplaire de ce cahier des recommandations qui donne vraiment l'esprit de ce qu'on a envie, l'esprit des lieux d'architecture de la commune. Céline, à ce propos, est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Est-ce que ça vient renforcer, vous êtes dans une zone de protection près du château, comment ça fonctionne? Oui. Ça superpose, ça complète? Non, ça remplace. Ça remplace. Ça remplace? Ouais, En fait, on avait une spécialité, donc une zone de Protection architecturale de patrimoine. voilà, il manque un Z. Oui, c'est Bon, et donc il datait de 92. Donc qui était obsolète, j'avais vu un cabinet, je trouvais que le mot n'était pas très joli. Donc c'était une délibération de 2013 quand même qui avait acté le changement donc, de cette ZPPUP en AVAP. La communauté de communes, en fait, c'était l'ex-CCOC, elle avait validé donc, le lancement de l'étude, puisque l'instruction des documents d'urbanisme, c'est du ressort de la communauté de communes. Donc elle avait validé l'étude, après il y a eu la fusion des communautés de communes, donc quand on relance la machine, ça a été relancé en 2017, enfin, on venait juste de choisir le cabinet d'études. Donc c'était vraiment quand même une étude au long cours. Il y a eu un certain nombre de concertations de réunions publiques avec Il y a eu l'enquête publique il y a eu septembre une dernier. enquête publique. Aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on sent qu'il y a un réflexe, les gens viennent plus voir les couleurs, déposent des DP, etc. L'idée, c'est pas d'embêter, mais c'est de garder un esprit, je dirais, architectural cohérent sur la commune. Donc voilà, dès qu'on aura le feu vert officiel. Est-ce que c'est contraignant sur l'utilisation de certains matériaux? Oui. Ah bah, c'est très Ouais, contraignant. c'est très contraignant. Et moi, là, par exemple, j'ai été UDP qui voulait voler. J'avais oublié de mettre que je voulais la porte, pas du tout en peinture comme j'avais demandé pour les voler. Et ben mon ADP a été refusé, j'ai dû refaire une DP. Donc, il faut faire ça vraiment, si tu le fais bien. Ça demande d'être clair, clair. Il ne faut pas hésiter aussi Voilà. avant de déposer le permis ou la DP, d'aller soit demander un rendez-vous, donc c'est Olivier ou Jacques qui reçoivent et qui expliquent, ou à la communauté de communes. Enfin, l'instruction se fait à la communauté de communes, donc c'est eux qui ont tous les éléments pour vous répondre. Il ne faut pas hésiter en amont d'aller voir exactement ce que vous avez le droit de faire dans telle zone. Voilà. Donc,
c'est pour éviter le volet roulant et voilà, qui va déformer toute. C'est garder une cohérence et en couleur et garder vraiment l'architecture voilà, des lieux. Après, on sait que pour certaines personnes c'est compliqué, mais voilà, il y a des aides possibles. Et les aides fiscales aussi. Oui, voilà, avec pour les toitures, etc. Donc, oui, pour les il y a toitures, la, tout à fait. il y a la subvention toiture de la commune. Bon, voilà, c'est des choses qui. D'accord, donc ça vient en complément du règlement d'urbanisme. C'est opposable, voilà, si le PLU est moins restrictif, ça c'est opposable. Si la contrainte est plus importante sur la LAP, tu devras appliquer la LAP. Mais en fait, ça dépend des zones. Ah oui, bien sûr. Parce que plus tu es près du château, plus tu vas avoir contrainte, plus tu es éloigné, moins. Alors c'est plus comme ça, c'est plus comme c'est les EPPU. C'est pour tout le régime de base, entre guillemets, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de document ni AVAP ni ZPPU, c'est le périmètre des 500 mètres autour des monuments. Oui, c'est ça. Là, en l'occurrence, on a défini des zones. Donc on a sorti les extensions, tout ce qui était lotissement de la commune, parce qu'on s'est dit, c'est pas la peine d'imposer des règles trop strictes dans ces zones plus modernes et pour lesquelles il y a déjà le PLU qui impose un certain nombre de contraintes. Donc on se limite au centre historique, aux rues, voilà, où il y a un centre, le château. Mais effectivement, c'est à peu près 500 mètres. Voilà. Oui, autour du monument. Les deux hameaux aussi sont là-bas. Et rentre en vigueur quand D'ici un petit mois, je pense peut-être même avant, le temps. Parce qu'il faut que ce soit affiché dans les 4 communes. Il faut que ce soit diffusé dans un journal départemental, donc il y a des délais qu'on Oui. Et en fait, pour compléter, quand tu fais des demandes de travaux, en fin de compte, quand tu es en zone protégée, c'est plus long pour la demande, en fait. Oui, voilà. C'est ça. On double le. Ouais. Et c'est vrai que sur des projets un peu particuliers, il ne faut pas aussi non plus de rendez-vous au pôle urbanisme, d'aller sur des projets un peu ambitieux, d'aller demander un rendez-vous aussi à la BF. Ça va permettre aussi d'orienter tout de suite, parce que si la BF dit tout de suite, c'est impossible, il va nous compliquer derrière. Maintenant, la BAF permet aussi, on s'est mis d'accord, quand on a donné son avis, permet aussi de dire à la BF d'être dans une certaine mesure, puisqu'il y a un document d'urbanisme spécifique. C'est-à-dire que la BF ne peut pas t'imposer quelque chose qui n'est pas dans la BAF. Ça, c'est bien. En tout cas, toutes les portes peintes qu'on appelle pendant le journée du patrimoine, il y a une déclaration préalable pour chaque porte. Ah oui, oui, c'est normal. Oui, il fallait que ce soit dans le cadencier en plus. Parce que c'est très réglementé. Les nuances sont venues pour chaque porte nous donner la balle dans les deux teintes, parce que c'était très long. Ok. Bon, plus de questions. Ah oui, le Téléthon. Donc, on a eu une demande de l'association Rando et puis c'est l'association des donneurs de sang Villers, la troisième, je ne sais plus, l'association, c'était pas la dépôt, mais les randonneurs de. Enfin, bon, ils nous ont demandé la possibilité de déposer 2 containers à papier sur la commune pour pouvoir recycler du papier et les bénéfices vont pour le Téléthon. Donc il y en aura 2 à côté des 2 bennes déjà de récupération des vêtements, donc une près du Faubourg Saint-Jean et l'autre sur le parking rue Généraliste. Comment ? L'année dernière, je crois qu'ils en avaient récupéré 9 tonnes. Oui, ils ont récupéré 4 000 euros. Ouais. Parce que j'ai vu, parce que c'était un camion trouvé qui a passé devant la maison, il était plein. Il allait chez l'homme. En fait, ils les emmènent à Château. Et donc, c'est que des bénévoles qui mettent ça dans leur coffre et ils emmènent ça là-bas. Non, c'est un camion trouvé.
Oui, bah, en fait, il faut des entreprises qui leur prêtent les camions. C'est que du papier. Que du papier. Des cartons.